Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Avenir à domicile, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'aide à domicile. En 2024, Xelia avait mené un groupe de travail Décarbonons le secteur du domicile. Ce groupe de travail avait mis en évidence un levier fort pour limiter l'empreinte carbone, diminuer stratégiquement et drastiquement les temps de trajet. C'est dans cette continuité que nous avons lancé le nouveau groupe de travail, intégrer l'intelligence artificielle dans le planning. C'est dans ce cadre que j'invite Henri Boucher, directeur général délégué de Xelia, qui va nous parler de l'intelligence artificielle dans le service à la personne et plus particulièrement dans Ximi. Bonjour Henri. Bonjour Florian. Est-ce que rapidement tu pourrais te présenter ? Alors je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, en tout cas aider nos utilisateurs à faire en sorte que leur vie soit facilitée. Et plus généralement, je suis directeur général délégué de Xelia, avec une composante plutôt sur l'innovation et la conception de nos produits. Très bien, enchanté. On va faire comme si on ne se connaît pas. Voilà. Alors Henri, juste pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est l'intelligence artificielle et après l'apport de l'intelligence artificielle dans les services à la personne ? Alors c'est sûr que l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. On entend à peu près que ça. Certains pensent que c'est nouveau, alors qu'en fait ça fait des années que c'est autour de nous de manière extrêmement présente à plein d'endroits. Mais globalement, l'intelligence artificielle, ça tourne autour des données. D'abord, c'est l'utilisation des données et qu'est-ce qu'on peut faire de nos données. Ce sont les algorithmes qui permettent de faire quelque chose de ces données. Donc un algorithme, c'est une formule, c'est une règle de calcul qui va permettre d'optimiser un temps de trajet, puisque tu as mentionné ce cas pratique. Et puis après, c'est des sujets de puissance de calcul. Voilà. C'est ça, globalement, c'est des données, des algorithmes et de la puissance de calcul. C'est ça l'intelligence artificielle. Alors globalement, qu'est-ce qui a changé dans les dernières années ? Des données, on a toujours eu. C'est pas très nouveau, depuis le début de l'informatisation, des données, on en a quand même beaucoup. Ce qu'on a quand même considérablement amélioré, c'est qu'on commence à les mettre aux mêmes endroits. On n'est pas obligé de tous les rassembler pour faire des briques. Ça commence à être un peu plus concentré. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud, globalement, c'est une externalisation des données. Toutes les données ne sont pas forcément posées sous le bureau dans un seul et même ordinateur. Il y a une logique beaucoup plus globale. Les algorithmes, ça fait assez longtemps qu'on connaît et on a développé beaucoup d'algorithmes qui permettent de faire beaucoup de choses. Ce qui a beaucoup changé, c'est la puissance de calcul. Voilà. Ce qui a énormément changé, c'est la puissance de calcul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, via des composants informatiques puissants, de calculer beaucoup plus, beaucoup mieux. Et donc, grâce à cette puissance de calcul, on peut commencer à venir travailler des sujets complètement différents. Les sujets qu'on voit un peu tous passer autour de nous, c'est quand même beaucoup l'analyse du langage. Et donc, c'est des schémas de pensée, de structuration du langage qui permettent d'interpréter l'instruction donnée en langage naturel par un utilisateur et d'en deviner une intention et de cette intention pouvoir derrière proposer une solution. Donc ça, c'est ce qu'on connaît tous si on a déjà commencé à utiliser des outils comme ChatGPT, Copilot ou ce genre d'outils. C'est beaucoup analyser des intentions et proposer derrière des solutions. Et après, ce qui a énormément travaillé ou progressé dernièrement, c'est cette capacité d'analyser de manière massive des lots de données très importants pour pouvoir déterminer des actions à suggérer à l'utilisateur ou de pouvoir répondre suite à son analyse de données à son instruction de départ. Donc, on donne aujourd'hui un document à une intelligence artificielle, on lui demande quelque chose sur ce document. Là, il fait plusieurs choses. D'abord, il y a l'intelligence artificielle pour analyser le document, mais il y a également analyser l'intention et ensuite consolider l'ensemble pour répondre à l'utilisateur. Voilà globalement ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et donc après, la vraie question, c'est OK, et maintenant, dans mon métier, ça change quoi ? Ouais, impact. C'est ça dont on va parler. Parfait. Et du coup, toi, sans rentrer dans le détail tout de suite, dans les services à la personne, qu'est-ce que ça t'évoque ? Je veux dire, l'impact que ça va avoir généralement dans les services à la personne, avant de te lancer dans ces projets de planning intelligent, ça t'évoquait quoi ? En fait, je vais te raconter une petite anecdote. Moi, il s'avère qu'il y a quelques années, le grand-père de ma femme est arrivé dans une situation de dépendance.
Et donc, on a mis en place de l'aide à domicile pour lui. Et même si j'avais recommandé l'un de nos clients à ma famille pour qu'il soit bien accompagné, ce qui a été le cas d'un point de vue humain, j'ai quand même été marqué par le fait que l'information ne circulait pas. Donc aujourd'hui, l'auxiliaire de vie qui se rendait à son domicile n'était pas au courant réellement de ce qui s'était passé la veille. À part remplir le cahier Clairefontaine posé sur la table, ça se limitait à peu près à ça. Et donc, on se rendait compte, et puis je ne te parle même pas de la famille à distance qui n'avait absolument aucune information, on s'est rendu compte, si tu veux, qu'il y avait un manque de transmission d'informations pour améliorer cette qualité. Et donc moi, depuis un moment, je vis avec cette conviction que la qualité de service dans l'aide à domicile vient de la bonne information, au bon moment, à la bonne personne. Et c'est évident que les enjeux liés à l'intelligence artificielle doivent permettre de répondre à ce défi. Voilà. Parce qu'on a besoin d'une information qui circule, on a besoin surtout d'une information qui, sans effort supplémentaire pour du personnel qui est déjà surchargé, pas assez de personnel, il faut qu'on puisse les aider en leur apportant des solutions de manière proactive. Aujourd'hui, l'aide à domicile est essentiellement réactive. Le but, c'est que l'aide à domicile puisse devenir proactive, qu'on puisse basculer dans une démarche beaucoup plus préventive. Si on a l'intention d'avoir des personnes qui restent à leur domicile le plus longtemps possible, parce qu'on sait bien que le monde de l'établissement n'est pas la solution à tout, et que globalement, quand on interroge les Français, leur souhait, c'est de rester à domicile, eh ben, il faut qu'on change la donne. On ne peut pas espérer qu'on va pouvoir continuer de cette manière-là, avec pas assez de ressources, et des gens qui veulent rester, et je ne parle même pas du virage domiciliaire qui s'annonce avec un vieillissement de la population, le fameux papy boom qui est annoncé. Il y aura évidemment beaucoup de besoins supplémentaires qu'il va falloir accompagner de révolutions technologiques. Parce que là, on sent la partie opportunité, du coup, dans tout ce que tu racontes. Mais quand j'entends accès aux données de santé, quand j'entends... Là, on est vraiment dans l'univers médical, on va avoir quand même un traitement particulier. Est-ce que le fait d'intégrer l'intelligence artificielle, ça ne va pas déshumaniser la relation avec la personne ? Il n'y a pas des fuites de données potentielles si on utilise des serveurs à l'étranger ? Est-ce qu'il n'y a pas toute une menace liée à ça ? Bien sûr, et il faut en être conscient. Par rapport au risque premier que tu évoques, qui est la déshumanisation, bien sûr qu'il y a toujours ce risque. Il faut qu'on y soit vigilant parce que, globalement, si on se met tous à faire exactement de la même manière, on va perdre ce côté humain. Moi, ma conviction, elle est exactement l'inverse. Ma conviction, c'est que l'intelligence artificielle doit redonner du temps à l'humain pour faire de l'humain. C'est ça ma conviction. Alors pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut ? Déjà, il faut positionner l'intelligence artificielle plutôt comme une solution d'assistant que comme quelqu'un qui fait. Ouais. Déjà une différence de posture. Je ne pense pas qu'on va arriver à court ou moyen terme dans un monde où il n'y a plus besoin de personnel à l'intérieur de la structure parce que une intelligence artificielle va s'occuper de faire tous les plannings, va s'occuper d'envoyer les mails en automatique, etc. Je ne m'attends pas à ça. D'accord. Donc c'est mâcher le travail facile et après il y a quand même un contrôle humain qui décide de faire l'action. Voilà. Ouais. Moi, l'idée, c'est, encore une fois, dans cette démarche de proactivité, c'est que quand on est assommé de lourdeurs administratives qui parfois viennent d'éléments réglementaires, eh bien, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire correctement les choses. Et il n'y a pas une personne qui, aujourd'hui, qui est dans un secteur social, médico-social, humain, te dit, on me demande de faire de plus en plus de choses et je n'ai pas le temps de m'occuper correctement des personnes que j'ai en charge. Je n'ai pas le temps. Tout le monde te dit ça. Donc, ma conviction, c'est que ce temps, il faut qu'on le redonne aux gens. Et pour redonner ce temps aux gens, faut leur permettre de faire des choses plus efficacement et il faut leur suggérer des choses qu'elles ont peut-être plus le temps de voir ou d'une manière simple, l'outil peut suggérer une action qu'elle pourrait mener. Elle décide si cette action est pertinente ou pas. Mais si elle est pertinente, elle peut rapidement la mettre en œuvre. Voilà, c'est ça la nuance. Pour éviter cette déshumanisation, il faut vraiment penser l'intelligence artificielle comme une intelligence plus assistée qu'artificielle.
Voilà. Et donc faire en sorte qu'il y ait cette logique d'assistant qui vient en aide. Bon, ça, c'est le premier levier. La déshumanisation, je crois exactement à l'inverse. Je crois que l'introduction de l'IA dans le monde de l'aide à domicile va redonner du temps à l'humain pour faire de l'humain. Le deuxième point, c'est la fuite des données ou les risques liés au fait que l'IA, c'est beaucoup de données, j'en parlais tout à l'heure, et où vont tourner toutes ces données, et où est-ce qu'on va les envoyer, etc. Alors nous, on a 2 phases chez nous au niveau de notre conception du sujet. On a la première phase dite phase de R&D, donc de recherche et développement, où tu te doutes bien que dans cette phase-là, on ne peut pas se permettre de déployer dans nos propres infrastructures de lourds investissements matériels, alors qu'on ne sait pas encore exactement où on va, comment on va, etc. Donc là, la première phase, si tu veux, c'est de déployer des moyens ultra puissants qui existent aujourd'hui dans l'écosystème de l'IA, et d'ailleurs, il en existe parfaitement en France. Il y a plein de solutions qui nous sont mises à disposition par des acteurs installés en France qui nous mettent de la puissance de calcul à disposition, avec une garantie sur la territorialité des données, avec des garanties sur les agréments HDS, ISO 27001, des gens qu'on va utiliser. Donc ça, c'est la première phase. Et même dans cette phase, étant donné que nous avons nous-mêmes des engagements ISO 27001, des engagements HDS, puisque nous sommes nous-mêmes hébergeurs de données de santé, on s'assure que les données qui sont envoyées dans cette zone de travail, on va dire ça comme ça, sont bien anonymisées, totalement anonymisées, protégées pour qu'il n'y ait aucune fuite de données. L'IA n'a pas besoin de savoir qu'il s'agit de Madame Dupuis ou de Madame Martin. Il n'a absolument pas besoin de ça à cet instant. Pour travailler, il a besoin de cas concrets pour pouvoir les analyser et comprendre surtout le schéma de pensée entre une instruction, une rédaction et de voir ce que ça donne derrière. Voilà, ça, c'est la phase dans laquelle on est. Ensuite, une fois que nos POC, nos Proof of Concept, seront vérifiés, on a une stratégie chez nous qui est de pouvoir investir dans nos propres data centers, là où se trouve aujourd'hui Ximi, là où il y a la protection totale des données que l'on garantit, de faire en sorte que notre puissance de calcul soit installée dans ces mêmes instances. Voilà, ça sera la deuxième phase. Ok. Sur le premier point, si je peux revenir, ça me fait penser au début de ChatGPT, quand les élèves posaient des questions à ChatGPT et finalement rendaient au professeur un truc tout préfet, etc. C'est un peu ce côté-là, c'est de dire, ça se voit finalement le travail qui a été fait par l'intelligence artificielle. C'est quelque chose d'assez pauvre, avec beaucoup de blabla, beaucoup de choses redites et grandiloquentes. Et donc là, l'idée, c'est effectivement, ça va aider à structurer, mais derrière, ça n'empêche pas. Et au contraire, il faut derrière pouvoir réécrire, mettre un peu plus de sources denses, etc. Et donc, dans cette logique d'assistant, c'est la bonne vision à avoir de manière générale sur toutes les utilisations qu'on peut faire de l'intelligence artificielle. Mais ça s'éduque. Ça s'éduque, ça s'apprend. Si on se reprojette quelques années en arrière, je ne suis plus tout jeune, mais globalement, moi je me souviens que les professeurs, au début, quand ils nous donnaient des choses à faire, au lancement d'Internet, la règle, c'était interdit d'aller sur Internet. Fallait aller au CDI pour aller trouver les livres, et dans les livres, il fallait faire les recherches, etc. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus un seul professeur, même en université, qui viendrait dire à un étudiant, vous n'avez pas le droit à Internet. Voilà. Parce que, et encore on l'a très très peu fait, mais parce que chercher sur Internet, ça s'apprend, parce que la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Globalement, ils tapent quelques mots-clés dans le champ de recherche, mais je connais pratiquement personne qui va en page 2 pour regarder si les résultats de la page 2 seraient plus pertinents. Donc on est déjà dans une logique où en fait, notre esprit critique par rapport à quelque chose qu'on fait tous les jours, qui est d'aller rechercher sur Internet, il est déjà pas si énorme que ça. Il faudrait peut-être qu'on y retravaille. Est-ce qu'on doit vraiment faire confiance au premier lien ? Est-ce qu'en fait, on ne se fait pas un petit peu influencer déjà aujourd'hui par les premiers résultats qui nous sont donnés ? Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de changement là-dessus. C'est à nous de faire bien attention que ce qui fonctionnait hier, c'est pareil aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit garder son esprit critique. Et ça s'éduque, ça s'apprend. Et évidemment qu'on ne doit pas faire des moutons qui doivent suivre sans réfléchir les instructions qui seraient données par l'IA. Donc moi, quand je parle à mes enfants, j'ai surtout pas été dans une posture à dire que l'IA, c'est interdit. J'ai dit bien évidemment que vous devez être capable d'utiliser l'IA. Mais par contre, développer votre esprit critique. Ouais. Il y a l'esprit critique et il y a aussi la formation, j'imagine, un nouvel outil avec beaucoup de puissance.
faut préparer ce changement et éviter de mettre dans les mains de n'importe qui, sans formation, des nouveaux outils où on peut faire tout et n'importe quoi et justement avoir des choses incohérentes et avoir des problèmes de phénomènes où on sort un truc sans comprendre, quoi. Absolument. Ouais. Donc ça c'est dangereux parce qu'il peut y avoir dans l'IA des phénomènes qu'on appelle les hallucinations. Hallucination. Voilà, donc ça veut dire que l'IA va finir par te dire des choses qui ont une vraisemblance, donc c'est-à-dire qui semblent vraies, alors qu'en fait c'est une hallucination. Oui, sur le ChatGPT, on voit souvent, il peut affirmer quelque chose complètement faux et, Oui. Et quand on dit « Ah, mais je crois que tu as tort », « Ah, excusez-moi », Oui. alors Mais il a quand même sûr halluciné. 2 secondes. Voilà. Il a halluciné. Donc c'est à nous d'être vigilants par rapport à ça et de bien s'assurer. Voilà. Après, dans les cas pratiques implémentés dans le secteur du domicile, on devrait être beaucoup moins sujet aux hallucinations. Parce qu'on est dans un périmètre d'action qui est extrêmement recentré. Et en entraînant l'IA sur un périmètre ultra verticalisé comme l'aide à domicile, c'est extrêmement différent que quand tu entraînes une IA sur tous les sujets de la planète possibles et imaginables. D'accord ? Donc, plus tu entraînes ton IA sur un secteur donné, plus tu arrives à augmenter la pertinence des réponses de ton IA parce qu'en fait, tu es dans une verticalité forte des sollicitations ou des questions qui vont être posées. Les utilisateurs qui vont poser des questions à notre IA, globalement, ça va pas être très différent d'un jour à l'autre. Ça sera quand même toujours centré sur l'aide à domicile. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moins de risque d'hallucination par rapport à ça. Néanmoins, tu dois quand même développer ton esprit critique, tu dois quand même apprendre à vérifier, mais ça sera toujours moins long de juste vérifier que de tout faire en partant de zéro. D'accord. Bon, on verra peut-être dans le détail sur le planning, mais est-ce qu'il n'y a pas de risque d'halluciner sur proposition de planning complètement incohérente ? Non, il n'y a pas de risque, puisque encore une fois, là, on est dans des logiques, si tu veux, d'algorithmie. La nuance, si tu veux, c'est que faire de l'optimisation de planning, c'est pas un sujet nouveau. D'accord ? Depuis toujours, les transporteurs logistiques ont fait de l'optimisation de planning. Il existe des algorithmes depuis longtemps sur ces sujets. On en a d'ailleurs déjà on en a de déployés actuellement dans nos outils. Aujourd'hui, les gens qui utilisent nos solutions de soins infirmiers à domicile, des modules SIAD ou du portage de repas utilisent déjà des algorithmes qui est une des parties de l'intelligence artificielle, d'accord ? Mais ces algorithmes sont déjà implémentés. Ce qui est nouveau, c'est le côté proactif via une IA de détecter une situation et de l'analyser et de chercher des réponses avec des algorithmes qui sont déjà connus. Donc, le résultat de l'algorithme n'a pas vocation à être hallucinatoire. Ce qui pourrait être risqué éventuellement, c'est de faire une suggestion qui n'aurait pas de sens. Mais là où on va bien se rendre compte que le problème, et nous on doit y travailler en tant qu'éditeur, c'est que pour que ça soit riche et pertinent, il va falloir faire l'effort de bien enrichir les outils. Si la fiche client est mal renseignée, si la fiche intervenant est mal renseignée, et qu'en fait aujourd'hui on part du principe que tout doit rester dans la tête, parce que moi c'est bon, je connais mes clients, je connais mes intervenants, j'ai pas besoin d'outils, bah, c'est vrai pour les plus anciens, mais quand on a un nouveau qui intègre l'équipe, peut-être qu'il peut devenir beaucoup plus performant avec beaucoup plus de qualité, bah, si on l'aide grâce à ces outils. Voilà, il y a toujours ce curseur à mettre. Donc moi, je ne suis pas trop inquiet sur le côté hallucinatoire. Je pense plutôt au risque que les personnes qui utilisent ces outils ne fassent pas l'effort. Tu sais, c'est comme aujourd'hui, quand tu utilises ChatGPT, en gros, tu as déjà remarqué qu'il est extrêmement pertinent si tu lui écris un prompt plutôt assez détaillé. Si tu poses une simple question très vague, il peut te faire une réponse très vague. Mais si tu commences à écrire de manière structurée, avec beaucoup d'informations, etc., il est plutôt pertinent. Il faut juste avoir fait l'effort de bien écrire le prompt. Donc on est encore sur l'éducation, la formation. Oui, mais nous, en tant qu'éditeurs, c'est notre job de faire finalement ce prompt. Puisqu'en fait, toutes les infos, on les a. On n'a pas besoin de demander à l'utilisateur de nous rédiger un prompt. On a accès à toute l'info. Donc, comme on en a accès à beaucoup d'infos, à condition qu'elles soient remplies, bah, on n'obtient pas le phénomène hallucinatoire. D'accord. Voilà. Parce qu'on a beaucoup d'informations. On met des garde-fous. Exactement. Qui permettent de simplifier l'utilisation de l'outil. C'est exactement ça. C'est un peu le côté bête et méchant. Ça va rechercher les informations au bon endroit. Exactement. À condition que ce soit bien renseigné. Tout à fait. Ok. Donc on a l'éducation, le côté assistant qui est important. On a la partie hébergement des données. Et après, moi, j'avais une question. Moi, j'avais lu, par exemple, qu'il fallait toutes les 5 requêtes sur ChatGPT, une pinte d'eau pour... alors, ça peut être une pinte, ça peut être un verre d'eau, hein, pour refroidir le serveur.
Donc, on sent que c'est quand même un gros sujet dans le réchauffement climatique, et ça fait le lien aussi avec notre groupe de travail quand même de l'année dernière. Est-ce que l'émergence de l'intelligence artificielle dans les outils, c'est pas augmenter aussi l'empreinte carbone? Oui. Ça, d'une manière générale, hein, dans le monde de l'éco-responsabilité, du développement durable, c'est ce qu'on appelle les effets induits. Donc, si finalement, pour répondre à une problématique, en fait, on en introduit une nouvelle qui a potentiellement des effets plus néfastes que le premier sujet. Ouais. Voilà. Donc ça, il faut forcément qu'on s'interroge là-dessus. Pour illustrer un petit peu ton point, évidemment, tu le sais, mais je le dis pour ceux qui vont nous écouter, nous, on a une sensibilité forte au niveau de Xelia par rapport à ces sujets, d'où l'émergence de ce groupe de travail pour travailler avec nos clients sur les enjeux climatiques de décarbonation d'un secteur d'activité à part entière. Mais c'est vrai que ma conviction forte à ce stade, c'est que même si ce que tu dis est vrai au niveau de l'usage de l'IA, l'effet est largement positif, puisque aujourd'hui, l'empreinte carbone du secteur du domicile vient, comme tu le rappelais tout à l'heure, quasi exclusivement des temps de trajet à domicile. Et pour fixer un peu les idées, ce qui est ressorti de notre groupe de travail, c'est que si on arrive à faire économiser 2 km par jour aux intervenants, à la fin de l'année sur le secteur, ça représente 70 000 tonnes de CO2 qui auront été économisées. D'accord. Pour tout le secteur. Ouais. Pour tout le secteur. D'accord. Ça représente une ville, la consommation en énergie d'une ville de 15 000 habitants. Donc on peut se dire, c'est un peu toujours le syndrome et le problème dans ces sujets-là, c'est oui, mais moi, à mon échelle, je trie déjà mes déchets, j'ai un compost, qu'est-ce que je peux bien faire de plus ? Si, en fait, on peut toujours faire plus. Et nous, en tant que Xelia, au niveau de l'entreprise Xelia, on a fait tout un tas de démarches sur les enjeux écologiques, responsables, sociétals. On fait ça dans notre politique RSE depuis un moment. Mais ce qui est un petit peu nouveau pour nous, ce qu'on a voulu changer au travers de cette action que tu as citée tout à l'heure, c'est de se dire, mais en fait, est-ce qu'au travers de nos outils, en proposant des outils plus pertinents, est-ce qu'on ne peut pas avoir un réel impact sur le secteur ? Et c'est pour ça qu'on fait cette réflexion sur les optimisations de temps de trajet. Alors après, maintenant que je t'ai dit ça, le deuxième volet, c'est nous, on a une culture désormais chez nous, et n'était pas forcément là au départ, qu'on appelle l'éco-conception. C'est-à-dire que quand on conçoit quelque chose, on met au début de notre conception les impacts écologiques de ce qu'on s'apprête à faire. Et généralement, dans ces sujets d'algorithmie, c'est de s'assurer que non, en fait, la ressource n'est pas illimitée. Donc, on va éviter de demander comme si c'était infini, et on va essayer d'optimiser la sollicitation qu'on fait à la puissance de calcul pour éviter de lui demander de calculer tout un tas de scénarios qui n'ont aucun sens. Ça ne sert à rien. Et là, si on fait ce genre de choses parce qu'on le conçoit bien dès le départ, tu n'auras pas besoin de mettre un verre d'eau toutes les 5 requêtes, mais peut-être toutes les 20, toutes les 30, toutes les 50 requêtes, parce que justement, tu n'es pas dans la surconsommation de cette puissance de calcul. Mais c'est un vrai sujet pour nous, et c'est vrai dans l'usage de l'IA, mais c'est vrai également sur la performance traditionnelle de nos produits. Faire en sorte, optimiser nos requêtes, faire en sorte que l'outil soit plus performant, c'est mieux pour l'utilisateur, mais c'est aussi mieux pour la planète. Très bien. Donc maintenant, on va s'intéresser à Xelia et la feuille de route intelligence artificielle de Xelia. Ce que tu m'as dit, c'est qu'il y avait 3 grandes étapes. On va se concentrer sur la première pour le moment, qui est liée au groupe de travail que j'ai cité plus tôt, qui est le planning intelligent. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Si tu permets, je vais introduire les 3. Oui, et puis on va revenir sur la première. En fait, quand on a travaillé au sein de Xelia pour justement s'interroger sur les cas d'usage concrets, réels qu'on pourrait avoir dans nos différents secteurs d'activité, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Xelia n'est pas présent que dans l'aide à domicile, elle est présente dans d'autres secteurs d'activité. Donc, on a une feuille de route IA un peu plus large sur d'autres secteurs, parce qu'on est également présent auprès des cabinets d'avocats, auprès des experts comptables, et les problématiques d'usage de l'intelligence artificielle sont autres. Sur le secteur domicile, on a décidé de retenir, parmi plusieurs, on en a retenu 3. Le premier, comme tu l'as dit, c'est une évidence, c'est émergé de notre groupe de travail précédent, c'est ce qu'on a appelé le planning intelligent, c'est-à-dire cette capacité d'utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser les plannings et les temps de trajet. Le deuxième, on y reviendra, mais c'est la détection de la perte d'autonomie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut analyser toute l'information qu'il y a à l'intérieur de Ximi pour, de manière proactive, suggérer à l'utilisateur qu'il y a peut-être un risque de perte d'autonomie sur cette personne. Et le troisième volet,
c'est un volet qui finalement émerge de ce que je racontais tout à l'heure, des nouvelles contraintes réglementaires qui imposent aux structures de faire de manière systématique, par exemple, des projets personnalisés d'accompagnement, ce qui était déjà le cas, mais là, ça devient vraiment une exigence puisqu'il faut derrière, dans le cadre du Ségur, aller le déposer dans le dossier médical partagé de Madame Martin. Là, c'est une charge. Donc, les structures qui n'avaient pas le temps de déjà s'occuper correctement de leurs bénéficiaires se retrouvent à devoir passer du temps à faire des documents pour les mettre à un endroit où, pour l'instant, il n'y a pas une énorme conviction que ça soit lu par quelqu'un. Donc, le bénéfice, c'est lourd. Et donc là, l'idée, c'est que nous, on observe que nos clients arrivent assez bien à faire la phase d'évaluation des besoins. Et ben, peut-être que l'intelligence pourrait leur permettre de transcoder une évaluation des besoins en un projet personnalisé d'accompagnement grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, ça, c'est nos 3 sujets. D'accord. Tu veux que je revienne sur le premier ? S'il te plaît. Donc, le planning intelligent, l'idée, encore une fois, c'est que Ximi existe déjà depuis très longtemps maintenant. Nos utilisateurs s'en servent très régulièrement. Mais je dirais qu'aujourd'hui, Ximi est un très bon outil pour ce que j'appelle l'optimal local. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'optimal local à opposer à l'optimal global ? C'est que, en fait, il y a des moments clés où j'ai des décisions à prendre en tant que responsable de secteur, chargé de planning. Par exemple, l'arrivée d'un nouveau bénéficiaire dans le service. Alors ça, c'est un moment clé. Et à cet instant-là, je vais essayer de chercher dans l'outil quel est le meilleur intervenant pour pouvoir intervenir chez Madame Martin. Donc là, je cherche, grâce à l'outil, la meilleure solution possible. Mais finalement, c'est un optimal local. C'est-à-dire que peut-être que dans 2 semaines, la situation, elle a changé parce qu'en fait, on a choisi Isabelle, mais entre-temps, Isabelle, finalement, elle a pris un autre bénéficiaire. Ça change. Donc ça, c'est le premier moment clé. Le deuxième moment clé, c'est le remplacement. Donc là, il y a une salariée qui est absente. Donc ça perturbe le planning. Donc je dois prendre des décisions. Mais je vais prendre des décisions pour traiter ma problématique du remplacement. Donc je fais un deuxième optimal local. Et là, ce qu'on cherche à faire, nous, avec l'intelligence artificielle, c'est de nouveau être dans une démarche proactive. C'est-à-dire que, globalement, ça arrive pratiquement jamais dans une structure qu'il y ait quelqu'un qui se dise « Hop, 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 temps mort, on va regarder tout le planning et on va regarder si on ne peut pas faire des adaptations pour améliorer tout ça. » Alors, ça existe dans certaines organisations. J'en connais certaines qui profitent du mois d'août pour s'interroger avant la rentrée septembre. Tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas repenser un peu les plannings, la sectorisation, etc. Mais tout le monde n'a pas le temps de le faire. On connaît dans des transformations organisationnelles des gens qui utilisent le moment où ils se transforment en organisation en équipe autonome pour repenser leur sectorisation, remettre tous les plannings à plat. Mais de nouveau, c'est un instant T. Alors que le secteur étant ainsi fait que ça bouge tout le temps, eh ben, l'utilisateur, il a besoin d'une aide. Il a besoin d'une aide qui proactivement lui dit « Tiens, j'ai analysé ton planning. Est-ce que tu sais que si tu remplaçais Isabelle par Sylvie chez Madame Martin, tu pourrais économiser tant d'impact CO2, tu pourrais économiser tant de temps de trajet, tu optimiserais beaucoup mieux, on va dire, le retard dans l'accord de modulation ou d'annualisation d'Isabelle. Tu vois, toutes ces optimisations. À ton idée de donner la bonne info au bon moment, au bon endroit. Exactement. Mais en fait, c'est extrêmement dur. Aujourd'hui, si tu veux, pour un responsable de secteur qui doit s'assurer qu'il n'y a personne qui soit trop en retard sur l'annualisation, sa seule manière, globalement, d'essayer de s'en sortir, c'est que quand il se passe de nouveau quelque chose, alors il va essayer de la donner à la bonne personne. Mais à aucun moment, on a vraiment le temps opérationnellement, dans un mois d'activité, de dire « Oh, tiens, je vais peut-être faire des gros changements. » Non, j'ai pas le temps. Donc là, de nouveau, l'idée, c'est que l'IA prenne le temps d'analyser l'intégralité du planning en se nourrissant des contraintes du client, des contraintes de l'intervenant, de leurs compétences, de leurs diplômes, de leur avance-retard dans l'annualisation, du côté préféré ou incompatible dans la relation entre les intervenants. Voilà, toutes ces nuances, l'IA peut tout à fait s'en servir pour faire des suggestions qui ne soient pas des hallucinations, mais qui soient bien des suggestions pertinentes. Et ce qu'on a travaillé d'ailleurs dans la première séance du groupe de travail dont tu as parlé tout à l'heure, c'est que bien évidemment, on ressent cette difficulté à alimenter l'outil.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Tout le monde a peur. Ouais, mais attends, ton truc, moi, je suis pas sûr que mes fiches elles soient suffisamment bien remplies. Ça va donner quoi, etc. Puis on ne sait pas aussi ce qui impacte Voilà. l'intelligence artificielle. Quelle information est utilisée ou pas. Transparence. Voilà. Donc ça, nous, on doit travailler dessus. On doit être transparent, comme tu dis, vis-à-vis de nos utilisateurs en disant cette donnée-là, en fait, elle est vraiment importante parce qu'on s'en sert derrière pour faire ça. Donc ça, nous, on doit s'améliorer là-dessus. Et puis, le deuxième point d'amélioration qui ressort du groupe de travail, c'est que, en fait, à des moments clés de prise de décision, par exemple, je suis sur le planning d'Isabelle et je vois que je viens de mettre en remplacement chez Madame Martin Isabelle, peut-être que je peux poser la question à l'utilisateur, est-ce un intervenant préféré ? Ouais. Et dans ces cas-là, je qualifie à cet instant, je ne suis pas obligé de repartir 3 pas en arrière pour retomber dans la fiche du client et venir passer cette information. Je le mets là maintenant, tout de suite. D'accord. Et là, du coup, ça va permettre à l'IA d'avoir des informations toujours plus pertinentes. Ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, où on va pouvoir facilement mettre à jour les données et pas aller chercher dans un coin caché du logiciel. Voilà, les informations qui sont importantes et qui seront utilisées pour ces optimisations doivent être rapprochées de la souris de l'utilisateur. Okay. C'est très simple, il faut les mettre devant, pour que ce soit beaucoup plus évident et que ce soit un réflexe pour eux de passer par là. Voilà, on ne se verrait pas créer une fiche client sans mettre son nom de famille. Demain, ça doit être pareil pour toutes les données qui vont être utilisées pour faciliter l'optimisation des plannings. Et justement, tu as parlé de 2 petites étapes, les optimums locaux. Et ça me fait penser au groupe de travail Décarbonons le secteur du domicile, où une des conclusions, c'était de s'apercevoir que finalement, les clients n'utilisaient pas 100% du logiciel et notamment n'utilisaient pas certaines fonctionnalités du logiciel. Parce que justement, il n'y a pas un risque qu'à un moment, ce planning intelligent sorte et ne soit pas utilisé parce qu'ils n'ont pas déjà utilisé la base qu'ils ont déjà, en fait. Ouais. C'est assez terrible comme constat parce que Ximi se développe très fortement, invente des nouvelles fonctionnalités en permanence. Aujourd'hui, on rédige des release notes, donc des actualités sur ce qui sort dans la nouvelle version tous les mois, puisqu'on fait une nouvelle version tous les mois. Et globalement, on se rend compte que les utilisateurs cliquent sur le bouton « J'ai lu », mais ne lisent pas. Ils mentent. Voilà. En tout cas, on peut les comprendre, puisqu'ils ont tellement de travail à faire qu'ils se disent « je verrai plus tard » et qu'ils n'ont jamais le temps d'y revenir. Ouais. Donc là-dessus, on a pris conscience de ça à notre niveau. On a amélioré déjà dans notre façon de communiquer vis-à-vis de nos utilisateurs en introduisant plus de webinaires pour venir une fois par trimestre au contact de nos utilisateurs pour leur raconter ce qu'ils n'ont pas vu passer dans les 3 derniers mois et on va leur illustrer visuellement les nouveautés qu'on leur met à disposition. Donc ça, c'est le premier point. Ça fait encore la bonne information au bon moment. Voilà, plutôt que de mettre un paquet de nouveautés pendant qu'ils sont en train de remplacer, finalement, on va leur dédier un moment pour leur donner la bonne information qu'ils cherchent. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est ce premier point. Le deuxième point, si tu veux, c'est qu'il est vraiment important pour nous que dans cette démarche, si tu veux, de construction de nos outils, on s'assure qu'il n'y ait pas une marge trop importante entre l'innovation qu'on apporte et là où se situe actuellement l'utilisateur. Voilà. Parce que globalement, si dans un escalier, toutes les marches font 3 mètres, globalement, il n'y a personne qui monte. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'assurer, d'où l'émergence de ce groupe de travail Planning Intelligent, avec une vingtaine de clients qui ont accepté de venir participer à nos côtés pour toute l'année 2025. On a fait la journée de lancement et on continue dans des ateliers derrière. Avoir tout ce contact avec des dirigeants de structure, des responsables de secteur opérationnel dans les outils qui viennent à notre contact pour partager leur quotidien de l'outil, et là, ça nous permet de faire quelque chose qui répond de manière complètement adéquate à leurs besoins. Ça ne sert à rien d'aller inventer des solutions qui sont inadaptées aux usages. Donc, tu as raison que ce qu'on a décidé dans le groupe, je pense que c'est à ça que tu faisais référence, mais à l'issue du groupe Décarbonons le domicile, on a placé 2 marches intermédiaires avant le planning intelligent sur lesquelles on a déjà lancé des développements. C'est la refonte de l'appariement, qui est notre outil de recherche pour les optimas locaux, et l'amélioration de notre outil de gestion de remplacement, qui déploie déjà des solutions algorithmiques, sans encore introduire de l'IA, mais qui déjà sont dans une logique d'améliorer le comportement de nos outils vis-à-vis de l'utilisateur, de rapprocher l'information. Voilà. Tout ce travail, il démarre dès maintenant, pendant qu'on travaille sur les optimisations et les algorithmes de planning intelligent. Ok, donc
on met des petites étapes pour aller tout doucement vers... Voilà, on essaye de faire des marches de 50 cm. Ok. Et donc ça serait prêt pour quand à peu près, le planning Bah, intelligent? on a un objectif. Bah, le planning intelligent, notre objectif, c'est d'être prêt pour la fin de l'année 2025. Et sur le chemin, du coup, il y a les 2 étapes, la refonte de l'appareillement et le module de remplacement, qui globalement vont arriver sur le T1 et T2 2025. Ok. Donc premier trimestre et deuxième trimestre. Oui. Donc ça, c'était le planning intelligent. La deuxième phase, c'était la détection des besoins. Voilà, détection des besoins, voilà, la détection du changement ou de l'évolution des besoins, ou de la détection de la perte d'autonomie quand on est dans l'aide à domicile. Ouais. Là, l'idée, c'est quoi? C'est que tous nos utilisateurs qui aujourd'hui connaissent notre outil de cahier de liaison numérique, qui est cet outil qui mixe aussi bien la partie mobile qui est dans la main de l'intervenant au travers de Ximi Mobile que ce qui se passe à l'intérieur de Ximi, qui est l'outil ERP à destination du personnel administratif. On a aujourd'hui ce que j'appelle une colonne de transmission. Alors, le terme consacré dans le monde du cahier de liaison numérique, c'est globalement quand 2 personnes doivent échanger une information, ils font une transmission. Alors, il existe différents types de transmissions. Dans le monde du soin, on a tendance à appeler ça les transmissions ciblées, parce qu'on dit extrêmement précis sur ce qu'on vient d'identifier comme transmission. Il y a eu des escarres, voici les actions, donc on est dans une logique données, action, résultat. Donc ça, Ximi sait très bien le faire. Mais dans le monde de l'aide, on emploie un autre langage, on parle plutôt de transmission narrative, c'est-à-dire qu'on est moins structuré que dans le monde du soin, mais on a quand même besoin de transmettre de l'information. Donc on a des transmissions. Aujourd'hui, à l'intérieur de tout Ximi, c'est intéressant de voir que sur une année, on a déjà plus de 3 millions de transmissions qui se font, donc il y a déjà énormément de données pour faire travailler de l'IA. Donc ça, on n'a pas de problème de volume de données. Mais le point, c'est qu'on a le premier niveau, dans cette colonne de transmission, on a les transmissions entre professionnels. On a rajouté tout récemment, je pense que tu l'as annoncé dans un précédent podcast, mais le lancement de Ximi Family au sujet justement de l'application qui est à destination des aidants familiaux, qui sont aussi acteurs finalement de cette prise en charge du domicile et qui, au travers de cette application, vont pouvoir participer au cahier de liaison. Donc, deuxième niveau de transmission. Troisième niveau de transmission, les partenariats que nous menons avec les téléassisteurs, puisque moi, j'ai beaucoup œuvré pour faire en sorte que finalement, l'information au bon endroit au bon moment, c'est aussi que si jamais Madame Martin, elle a finalement appelé le téléassisteur hier soir parce qu'elle avait un problème, ou même qu'elle a fait un simple appel dit de courtoisie, c'est-à-dire qu'elle a fait semblant de se tromper en appuyant sur le bouton alors qu'en fait, elle avait envie de parler à quelqu'un, ce qui est une réalité, cette information, elle doit circuler. Donc, nous, on a mis les ponts aujourd'hui avec 2 partenaires, que ce soit Europe Assistance ou Tunstall Vitaris, qui sont en partenariat avec Ximi pour faire en sorte que cette information s'intègre bien dans nos outils. Ça fait le 3e étage. Et puis, on a un 4e étage qui est l'intégration des objets connectés. Donc, on a des partenariats avec des plateformes qui se sont constituées comme des hubs, donc des plateformes, des ponts de collection de toutes les données qui peuvent arriver, la laisse connectée, le verre connecté, voilà. Tout ça, on travaille là-dessus pour alimenter une grande colonne qu'on appelle la colonne de transmission. Et là, tu te doutes bien que l'IA, tournant sur toutes ces datas qui sont présentes ici, elle est tout à fait capable de suggérer à l'utilisateur, dis donc, entre ce que je viens de voir, l'appel de téléassistance, la remontée entre la famille, ce qu'ont dit les collaborateurs qui sont intervenus sur place, les objets connectés, tous ces signaux faibles qui sont là, de manière proactive, on peut tout à fait suggérer à l'utilisateur, attention, là, je crois qu'il y a un souci chez Madame Martin, peut-être qu'il faut revoir le plan d'aide, peut-être qu'il faut refaire l'évaluation, peut-être qu'il faut passer un coup de fil, peut-être qu'il faut aller la voir, mais de manière proactive, on change complètement. Donc là, on commence vraiment à prendre corps, à redonner du temps à l'humain pour faire de l'humain. Parce que ça, aujourd'hui, t'as pas le temps. Toutes les informations, déjà, aujourd'hui, elles sont très peu transmises. Mais si elles étaient transmises, encore faudrait-il le temps de les analyser. Tu te doutes bien qu'un responsable de secteur, quand elle commence sa journée, elle n'a pas le temps d'aller lire toutes les transmissions. Elle n'a pas le temps. Donc, les transmissions se font, mais il n'y a pas le temps de tout regarder. Donc, l'IA, elle doit être là pour aller faire émerger les informations qui sont vraiment importantes. Ça ne provoque pas un problème de confidentialité de la donnée ou, je sais pas, la personne âgée va se sentir entre la domotique, entre les transmissions narratives, etc. Enfin, en fait, on sortirait la personne âgée de l'équation. Ce serait tous les gens autour qui parleraient d'elle et cette information serait enregistrée et diffusée vers l'extérieur ou qu'est-ce qu'on fait de ces données finalement? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de fuite de données? Le fait de pouvoir capter autant de données d'une personne fragile, de savoir combien de fois elle a ouvert la porte, tous ses déplacements, tout ce qui a été dit autour d'elle, est-ce que ce n'est pas un risque? C'est forcément une objection qui peut être faite, elle est légitime. Maintenant,
La réalité, si tu veux, c'est que ces informations, aujourd'hui, elles existent déjà. D'accord ? Elles sont surtout mal protégées. D'accord ? C'est-à-dire que la réalité, c'est que sans que Mme Martin s'en rende compte, en fait, opérationnellement, pour travailler, les gens se font des WhatsApp entre eux pour raconter la vie de Mme Martin, en veux-tu, en voilà, sans aucune sécurité, sur un outil qui n'est absolument pas fait pour, en y mettant de la donnée de santé qui n'est absolument pas sécurisée. Donc ça, c'est déjà la réalité d'aujourd'hui. On sait que WhatsApp, en ce moment... Voilà. Donc maintenant, la question, c'est plus, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ? Voilà. Alors, il y a toujours des logiques de consentement. D'accord ? Évidemment, et c'est le cas aujourd'hui dans le Ségur du numérique, si une personne qui est prise en charge ne souhaite pas que ces informations soient transmises, elle peut dire « je ne souhaite pas que ces informations soient transmises ». Mais encore une fois, prenons le système à l'envers. Si on arrive bien à prouver à Mme Martin qu'on va améliorer sa prise en charge, que la fille de Mme Martin, elle est rassurée parce qu'en fait, elle a de l'information sur la façon dont sa mère est prise en charge, mais tout le monde va être plutôt d'accord, à condition bien évidemment que les données soient stockées à des endroits qui sont faits pour ça, si possible en France, voilà, et en respectant les normes d'interopérabilité du monde de la santé. Voilà, ça c'est ce que Ximi garantit. Voilà, donc bien sûr qu'on peut objecter tout ça, mais il vaut bien mieux prendre conscience qu'en fait c'est déjà une réalité, que les informations, parce que je suis désolé, mais le cahier Clairefontaine qui est sur la table de la cuisine, en termes de protection de la donnée, il y a mieux, parce que là, il y a des données extrêmement sensibles sur Mme Martin que toute personne qui rentre dans l'habitat peut consulter, en veux-tu, en voilà, voire même des coloriages des petits-enfants qui viennent et qui font des coloriages sur le cahier. Voilà. Ça n'a pas beaucoup de sens, ça. Voilà. Donc, on peut faire mieux, même si tu as raison qu'il faut faire attention, on peut quand même faire beaucoup mieux, on peut protéger la donnée, et puis à partir du moment où on crée de la valeur par rapport à cette transmission d'informations, pour moi, il faut y aller. Ouais. Je pense que c'est toujours la même problématique. Le cahier, ça provoque moins de crainte parce qu'on le voit, qu'on le maîtrise, alors qu'il y a cette crainte de ce qu'on ne voit pas, on ne sait pas où ça part. Et des fois, c'était le début du cloud, ça partait sur Internet, on ne sait pas où. Alors que si on est pédagogique et qu'on explique comment ça fonctionne et qu'on est transparent, encore une fois, je pense que ça pourra rassurer les gens. Mais c'est évident. C'est évident, mais c'est très intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ce genre de questions et qui, pour autant, racontent leur vie dans leur mail. Ouais. Ils se sont posé la question de où était leur mail ? Ils se sont posé la question, est-ce que c'est vraiment des choses que je dois dire dans un mail ? C'est surtout là où il faudrait se poser les questions. Parce que quand on utilise des outils qui sont faits pour ça, qui sont sécurisés, il vaut mieux mettre plus de data à des endroits qui sont sécurisés et moins de data à des endroits qui sont moins sécurisés. Mais d'une manière générale, tu as raison. Quand on est dans un concept, je vais faire un petit passage sur la cybersécurité, mais globalement, on manipule de la donnée qui est à risque, qui est sensible. Donc, au niveau pédagogique, il faut une acculturation beaucoup plus forte du personnel de ce secteur vis-à-vis du risque cyber. Je donne un exemple. Nous, quand on fait nos audits de cybersécurité chez nos clients, globalement, on se rend compte que le mot de passe qui est utilisé pour rentrer dans le système protégé est bien souvent le même. Alors, soit on le voit posé en post-it sur l'écran, voilà, cata, mais il arrive aussi que ce soit le même mot de passe qu'il utilise pour aller sur son compte Hotmail, Gmail, parce que c'est facile de garder le même mot de passe partout. Mais en fait, c'est d'abord ça, l'hérésie. Donc, avant de s'inquiéter de ce qu'on fait de la donnée, alors qu'en fait, on a pris les garanties de le mettre au bon endroit, il faut d'abord se regarder soi-même et se dire, mais est-ce que moi, j'ai déjà un bon comportement ? Parce que la première point de fragilité pour la protection des données, c'est l'utilisateur. On le sait tous, les hackers, ils profitent, tous les spams qui nous emmènent à aller cliquer sur des trucs qu'il ne faut pas. Tout le monde a compris que le point faible de toute la sécurité, c'est l'humain. Voilà. Donc, ça vient par de la pédagogie, donc ça vient par de la sensibilisation, donc ça vient par tout ça, et que les utilisateurs de ces systèmes doivent prendre conscience que non, on ne fait pas n'importe quoi avec son mot de passe, non, on ne clique pas sur un mail qui n'a aucun intérêt parce qu'on a vérifié ce qu'il y avait en fait derrière le nom de l'adresse email, et puis surtout, on ne fait pas des WhatsApp pour transmettre des données personnelles, quoi. Ça commence là. Donc, beaucoup de données, oui, mais au bon endroit, sécurisé, et donc adapté à recevoir ce type de données. Exactement. Troisième volet de cette feuille de route, la partie projet personnalisé, d'accompagnement, PPA. Ce PPA, aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, ça a été vécu... alors, c'était déjà une exigence, donc c'est pas l'exigence, elle n'est pas totalement nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est qu'il faut vraiment l'avoir fait, il faut le transmettre. Voilà. Et donc, c'est lourd.
C'est lourd parce que ça prend du temps, alors que c'est particulièrement efficace et nécessaire. Dans un projet personnalisé d'accompagnement, le but, c'est de s'assurer, ce que tu disais tout à l'heure, que Madame Martin, elle a bien été mise au centre du projet. Est-ce qu'on s'est bien interrogé sur ses vrais besoins ? Est-ce qu'on a bien mis une architecture, une organisation en place qui répondent à ce besoin ? Globalement, quels sont les objectifs qu'on a définis avec Madame Martin pour sa prise en charge ? Et en faisant l'effort d'interroger le cercle de soins qui gravite autour d'elle, les différentes parties prenantes, il peut y avoir d'autres intervenants, un kiné, une infirmière libérale, la famille, voilà, tout ça personne de confiance peut faire partie du cercle de soins, mais est-ce que toutes ces personnes ont bien été interrogées pour donner lieu à un projet personnalisé d'accompagnement qui se décrit en objectifs, en moyens et en organisation ? Voilà, tout ça. Ce qui est très perturbant pour nos utilisateurs, c'est qu'ils savent qu'il faut faire l'évaluation des besoins, c'est indispensable, sinon c'est pas ce qu'il faut faire sur place. Donc ils se rendent à domicile, ils utilisent nos outils d'évaluation et ils ont une évaluation dans laquelle il y a énormément de matière. Mais derrière de ces besoins, il faut traduire ça en objectifs. Et ça, c'est assez impressionnant de voir la puissance de l'IA là-dessus. C'est un schéma de données extrêmement structuré, donc simple à interpréter, peu ambigu, et on peut totalement traduire ça en objectifs. Et reconnaissons pour tous ceux qui ont utilisé déjà les outils aujourd'hui d'intelligence artificielle qui génèrent des contenus, on voit bien que globalement, c'est plutôt bien écrit. On voit bien que globalement, il y a moins de fautes d'orthographe que dans la moyenne des utilisateurs en France. Et donc, si de manière efficace, l'outil peut te permettre de traduire tout ce que tu as mis dans ton évaluation, de te traduire ça en objectifs, en moyens mis en œuvre, ce que tu sais déjà, parce que tu as déjà défini le planning, tu sais déjà où tu vas y aller, etc. Et l'organisation, c'est du temps de gagner de manière considérable. Ça veut dire que en quelques clics, et bien évidemment, ce ne sont que des suggestions, l'utilisateur a la main pour dire non, moi je ne mettrai pas cet objectif, de toute façon, c'est pas ça finalement que Madame Martin veut, je dis n'importe quoi. Lors de l'évaluation des besoins, on avait évalué qu'elle avait un besoin de sociabilisation un peu plus fort, donc on a mis ça dans l'évaluation des besoins, et donc l'IA va me sortir le fait qu'il faut qu'on organise une sortie à la bibliothèque toutes les semaines. Si finalement, Madame Martin, c'est pas du tout ça qu'elle veut et que c'est pas son objectif, faut pas le mettre, même si l'IA l'a suggéré. On revient sur le côté assistant. Exactement. Esprit critique, on analyse et on fait son travail. Mais tu vas voir que c'est beaucoup plus facile d'avoir l'esprit critique si toute la trame est déjà faite et que je suis dans une position de relecteur, d'adaptation. Mais c'est un soulagement considérable. C'est bon, mon projet personnalisé, il est de qualité, il est fait. Si jamais, justement, le médecin traitant se rend compte, s'il fait l'effort d'y aller, dans le dossier médical partagé de Madame Martin, quand elle ira chez lui, qu'il y a un dossier qui est vachement bien complété, il va avoir envie d'envoyer d'autres personnes âgées dans cette structure. Il va devenir prescripteur. Voilà. C'est ça qui est vertueux. Voilà nos 3 volets. Le planning intelligent pour optimiser les plannings, les temps de trajet et les enjeux sociaux. Il y a un autre point qui est important sur le planning intelligent, c'est la problématique du respect des conventions collectives. Voilà. Et aujourd'hui, ça reste extrêmement compliqué d'arriver à faire un planning pertinent face à un niveau de ressources trop faible qui respecte les enjeux réglementaires du Code du travail, évidemment, mais également des accords d'annulation ou des conventions collectives. Donc ça, l'IA peut permettre de bien tenir compte de toutes ces contraintes réglementaires et de faire des suggestions qui répondent déjà à ces contraintes. Voilà. Donc ça, c'est l'enjeu. Je voudrais compléter par un point, si tu permets, c'est qu'un des autres effets bénéfices qu'on voit sur le planning intelligent et ce qui est ressorti du groupe de travail, c'est que quand c'est uniquement le cerveau humain qui prend les décisions, avec ses capacités qui sont non nulles, mais globalement, le cerveau humain, il est un petit peu feignant. C'est logique, et c'est normal. Au plus vite. Il va au plus vite. Donc si là, j'ai une situation critique, il faut que je prenne une décision rapidement, le cerveau humain, naturellement, il va prendre la solution la plus simple. Sauf que la solution la plus simple, ça fait quand même 7 fois de suite qu'on met Sylvie en remplacement. Donc Sylvie, déjà, elle a explosé ses compteurs, mais surtout, elle n'en peut plus. Et donc, comme elle n'en peut plus, elle craque. Donc, en fait, elle s'en va. Donc là, on avait quelqu'un qui était très bien, à qui, à chaque fois qu'on lui proposait un remplacement, elle disait « oui, d'accord, c'est pas dire non ». Donc, c'est toujours elle qui va. À un moment, elle craque, elle n'en peut plus, et elle s'en va.
Donc là aussi, même si on pense qu'on connaît tout, en fait, on fait des approximations humaines, logiques, mais qui ne sont pas globalement optimales. Si on veut répartir la charge sur les différentes salariés, on a besoin d'un petit peu plus d'algorithmie pour faire ça. Et c'est normal. Là, c'est la charge de travail sur la salarié terrain, mais l'administrative a plein de choses en tête. Mais oui. Et donc, du coup, et pas forcément intéressante sur cette partie-là, de savoir que Catherine n'est pas disponible l'après-midi. Si l'intelligence artificielle peut aider, c'est sûr que ça va soulager. Mais évidemment. Donc, planning intelligent, tu as dit fin de l'année. La deuxième phase, ce serait pour quand ? Ce que je te dis tout à l'heure, deuxième trimestre. Deuxième trimestre. Non, là, pardon. Pardon. L'anticipation. L'anticipation. Là, on lance les projets en parallèle. Donc, je ne peux pas te répondre sur les dates des deux autres parce que c'est des sujets qu'on traite en parallèle au niveau de la R&D. On a décidé de prioriser le planning intelligent avec une introduction dans la roadmap de Ximi et des dates de sortie prévues parce que c'est ça la priorité reconnue par tous nos utilisateurs. Mais pour autant, dans la phase R&D avec nos consultants IA, etc., on travaille également sur les deux autres. Donc, je ne peux pas te dire, il ne serait pas impossible que le troisième, par exemple, sur lequel on a des avancées assez intéressantes, puisse peut-être sortir avant le premier. D'accord. Mais ça, je ne sais pas le garantir aujourd'hui. C'est des travaux qu'on mène en parallèle. Ok, très bien. Et une fois que ça a été fait, est-ce que tu te projettes, alors chez Xelia ou de manière générale, sur un impact encore plus fort de l'intelligence artificielle dans les services à la personne ? Déjà, si je pense à nos utilisateurs, je vais te raconter un petit peu une anecdote, mais moi, je pense que le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est l'assistant. Voilà. Je crois à une intelligence artificielle qui assiste l'utilisateur, pas qui fait à sa place. Mais cet assistant, on le voit aujourd'hui quand on échange avec ChatGPT, on lui parle, on échange avec lui. Beaucoup de gens l'utilisent avec le clavier et la souris, parlent, écrivent des prompts et attendent des réponses, etc. Bon, moi, à titre personnel, je suis passé dans un autre mode. Étant donné que j'ai un chien et que ce chien, il faut le balader régulièrement, quand je pars balader le chien en forêt, j'ai maintenant pris l'habitude de parler à ChatGPT. Donc, j'active le mode vocal et je lui parle. Alors, ça nécessite un petit peu d'apprentissage, parce qu'au début, c'est finalement assez difficile de se dire « mais je parle à une machine ». Alors, je l'écoute, mais en fait, je n'ai pas du tout préparé la prochaine question. Donc, il y a une espèce de blanc bizarre, parce qu'on ne sait pas quoi dire derrière. Alors que tu vois que depuis tout à l'heure, on parle. Vous faites connaissance. Voilà. Et maintenant que tu m'écoutes, tu es déjà en train de préparer ta question d'après. Ouais. En même temps, tu fais deux choses à la fois. C'est tu m'écoutes et tu prépares, tu réagis et tu prépares la question d'après. Finalement, quand tu parles à une machine, ce n'est pas forcément facile à avoir en tête, mais ça s'apprend. Et en fait, assez rapidement, ça devient extrêmement puissant. Donc, cette interaction vocale avec l'IA est extrêmement puissante, d'autant plus que moi, quand je rentre à la maison, globalement, tout ce que j'ai échangé vocalement avec l'IA se retrouve exactement tracé à l'écrit. Donc, si je veux récupérer tout ce qu'on s'est dit, lui demander de m'en faire la synthèse pour pouvoir récupérer cet échange, pas de problème. Et moi, je rêve effectivement d'un monde où finalement, nos utilisateurs vont pouvoir se retrouver dans Ximi et vont pouvoir dire à l'IA, tiens, tu peux me donner des nouvelles de Madame Martin ? Et là, l'IA va lui répondre en disant, lors des derniers passages, on a pu constater que Isabelle avait constaté une dégradation de son état de santé. Tu vois ? Secrétaire, quoi. Assistant ? Un secrétaire. Un assistant. Donc, quelqu'un que je peux interroger. Et si je lui dis, tu peux me montrer la liste des 10 salariés qui sont le plus en retard dans leur accord d'annualisation ? Il te sort la liste 10 salariés. Et donc, moi, je crois à une IA qui est complètement intégrée à Ximi, dans lequel non seulement on peut échanger avec lui, il peut me répondre soit en chat, soit en vocal, mais surtout qui agit sur l'outil. D'accord. C'est-à-dire que quand je lui demande la liste des 10 salariés, il ne me sort pas un texte avec la liste des 10 salariés. Il m'affiche une vue dans Ximi dans laquelle il y a les 10 salariés. Et je peux me mettre en action directement. Voilà. Ça pourrait être utilisé pour les intervenants aussi ? Pourquoi pas ? Absolument. Les usages sont moins clairs aujourd'hui pour les intervenants. Des cas d'usage qu'on a aujourd'hui avec les intervenants, c'est le suivant. On a un projet qui est pour l'instant encore dans les cartons, mais qui permettrait de faciliter le démarrage de l'intervention. En général, quand Isabelle arrive chez Madame Martin, elle prend des petites nouvelles, elle parle de la pluie et du beau temps, mais le moment social
où il peut y avoir une interaction, il se retrouve assez vite limité parce que finalement, tu ne sais pas trop quoi lui dire. Voilà. Nous, ce à quoi on croit, c'est que demain, dans Ximi Family, l'aidant familial va pouvoir raconter un petit peu l'histoire de vie de Madame Martin, quelques éléments majeurs. Elle a habité à Saint-Étienne de 1968 à 1978, etc. Elle était adjoint au maire, elle était ceci, je ne sais pas quoi. Finalement, sur cette base-là, tu pourrais avoir des suggestions de la part de l'IA pour que Isabelle, quand elle arrive, elle puisse dire, tiens, l'outil lui aura suggéré, tiens, vous étiez à Saint-Étienne et vous avez connu telle personnalité politique, etc. Vous pouvez m'en parler. Et là, naturellement, l'auxiliaire de vie n'y aurait pas forcément pensé et ne saurait pas qu'il y a ce contexte-là historique. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut suggérer. Voilà. Donc, moi, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était plutôt dans le RP vis-à-vis des utilisateurs administratifs, mais sur le cas pratique des intervenants à domicile, c'est ce genre de cas d'usage qu'on a évoqué. Hyper intéressant. Tu aurais d'autres cas d'usage ? Après, si on se projette encore plus loin... On est en quelle année là ? Je ne sais pas, mais il y a forcément des enjeux et on le voit. Il y a beaucoup d'acteurs du monde du domicile aujourd'hui qui ont déjà fait des voyages de recherche dans d'autres pays. Et je pense en particulier à un déplacement qui a été fait au Japon, où quand on regarde le Japon et qu'on voit le niveau de robotisation qui existe dans ces pays-là, dans une analyse de la population où il y a globalement un vieillissement extrêmement fort de la population et encore pire en termes de ressources disponibles d'un point de vue ressources humaines pour s'occuper de... Ils n'ont pas le choix que d'aller chercher la robotisation. Voilà. Alors nous, ça nous choque aujourd'hui. On n'imaginerait pas que Madame Martin soit prise en charge par un robot. Ça nous choque complètement aujourd'hui. Moi, ce à quoi je crois, c'est que, de nouveau, le robot doit être là pour assister l'auxiliaire de vie. Je crois que demain, on aura probablement des robots qui pourront venir aider l'auxiliaire de vie à sortir Madame Martin du lit. Ouais. Parce que les charges lourdes, parce que tous ces sujets, ça ne sert à rien d'abîmer la santé d'Isabelle si on a un robot qui peut sortir Madame Martin efficacement du lit. Et si pendant ce temps-là, du coup, Isabelle peut faire de l'humain, peut lui parler, peut être dans ces logiques-là, c'est forcément plus utile. Voilà. Et là encore, moi, je crois au fait que cette robotique, qui peut faire un certain nombre d'actions qui sont pénibles, qui sont lourdes, qui sont fatigantes, peuvent décharger les utilisateurs, enfin les salariés qui interviennent au domicile des personnes fragiles, pour leur redonner du temps pour faire de l'humain. Voilà. C'est de nouveau ce à quoi je crois. Et je pense que la robotique, on n'en est pas très loin. Je pense que dans 5 ans, il y aura des impacts assez majeurs et de nouveau de la présence assez forte dans notre quotidien. Probablement que, encore une fois, c'est des robots à qui on parlera, puisqu'on est capable aujourd'hui, grâce à la miniaturisation, d'embarquer de la puissance de calcul directement dans le robot, qui est capable d'interpréter le langage et de mener des actions de manière extrêmement fluide. On a vu les démonstrations, alors même si elles étaient peut-être un peu trafiquées, mais les démonstrations du robot Optimus qui a été présenté, voilà, on a quand même des exemples d'aujourd'hui. On sent que la maturité est quand même imminente, quoi. Donc, anticipons ça. Je pense qu'il ne faut pas le voir de manière trop néfaste, parce que de facto, on a un problème démographique où aujourd'hui, il y a un vieillissement de la population qui n'est pas couvert par l'aide. Et l'aide disponible, aujourd'hui, se fatigue, n'a pas assez de temps pour faire correctement l'humain. Donc, soyons ouverts à tout ce qui pourrait l'aider, en gardant tous les garde-fous que tu as pu citer depuis le début de notre échange. Donc, ça va en plus, pas à la place. Exactement. Après, il y aura certainement des problèmes de coût, parce que les robots, surtout au début, ça va coûter très cher. Donc, on espère que le gouvernement va aider à mettre en place ce genre de nouvel outil. On n'est pas tout à fait dans une période où le gouvernement a de grandes largesses budgétaires pour envisager ce genre de projet, mais ça fait partie de l'avenir et il va falloir investir. Mais commençons déjà par implémenter nos sujets d'IA, changeons déjà le quotidien, attirons les talents à venir dans ce métier parce qu'en fait, ce métier, il est humainement extrêmement enrichissant et si les auxiliaires de vie sont équipés des bons outils pour avoir le temps de faire de l'humain et pas... Voilà. Nous, notre rêve, c'est qu'une auxiliaire de vie n'ait pas l'impression que son outil de travail, c'est une serpillière, mais c'est plutôt un smartphone et un cahier de liaison numérique, quoi. D'accord. Est-ce que tu as d'autres cas pratiques de l'intelligence artificielle ? Déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Ouais. On a déjà une feuille de route qui est... Déjà en 2030. Voilà, on a déjà... nous, on espère que, bien évidemment, là, on y travaille de manière très, très intensive pour que ça devienne une réalité. Et encore une fois, on a probablement plein d'autres idées qui vont venir avec le groupe de travail qu'on a lancé. Mais voilà, globalement, le but pour nous, c'est que cette intelligence artificielle, elle émerge dans nos outils, pas à côté, dans nos outils, pour faciliter le quotidien. Dans notre raison d'être, il y a ces deux mots-clés qui sont dompter la complexité et faciliter le quotidien. C'est ça notre ambition. L'IA, ça peut être complexe, mais une IA intégrée dans nos outils et rendue simple et de bon goût pour nos utilisateurs, si on y arrive, on aura dompté la complexité. Ok. Merci beaucoup Henri, c'était hyper clair, hyper intéressant. Hâte de voir ça. Avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir suivi Avenir à domicile et à bientôt pour un prochain épisode.